préside, peut accueillir le nouvel élu, tout récemment élu, député des Français du Benelux, élu à l'Assemblée nationale française, pour nous montrer, nous expliquer dans ce contexte très dynamique, très mouvant sur l'Union européenne, à la fois avec le Brexit et puis les perspectives financières qui vont permettre d'identifier quel avenir les 27 États membres restants dans l'Union vont devoir tracer pour notre maison, notre chère maison, à laquelle on est tous très attachés, y compris bien sûr mon syndicat. Et donc nous sommes très impatients de pouvoir entendre de la parole officielle quelle vision pour l'Europe, pour l'Union européenne. Le nouveau président français Emmanuel Macron vont développer, mettre en œuvre pendant son mandat. Donc très intéressé par tous ces développements. Et donc nous avons donc le privilège de la présence de Pierre-Alexandre Hunter ici, qui a fait une carrière très fulgurante, notre assistant parlementaire, Parlement européen, chef de cabinet, si j'ai bien compris, du président tchèque du Parlement européen précédemment, et puis et maintenant député représentant la plupart d'entre nous, puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de Français ici du Benelux, donc c'est aussi notre point de référence pour être député ici. Voilà, donc vous êtes venu pour participer à une conférence de la FFE, mais pas pour m'entendre moi très longtemps, mais plutôt pour entendre Pierre-Alexandre. Et il est 12h50, je pense qu'on peut presque commencer. Donc l'idée c'est d'avoir une présentation trentaine, 40 minutes sur tous les sujets que vous imaginez sur la thématique de l'Europe vue par le président Emmanuel Macron. Et puis ensuite, il y a du temps équivalent pour des questions-réponses. Donc la présentation sera faite en français, mais rien n'empêche les collègues qui se sont plutôt à l'aise en anglais de poser leurs questions en anglais ultérieurement, et je suis sûr qu'ils répondent parfaitement dans toutes ces langues. Et ensuite, la disponibilité jusqu'à 14h15. 14h15. Donc autant qu'on commence tout de suite et qu'on puisse profiter du temps questions-réponses ensuite. Bien, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces quelques mots d'introduction. En préambule, je vous prie de m'excuser parce que ce week-end commémorait le 11 novembre sous une petite pluie fine et un froid habituel pour le mois de novembre, mais que je n'avais pas anticipé. Du coup, j'ai perdu un petit peu ma voix. J'étais ce matin encore un petit peu tangent, donc si parfois ma voix fait quelques écarts, je vous demanderai un petit peu d'indulgence parce que le froid du mois de novembre m'a rattrapé. Et c'est vrai qu'au bout de 30 ou 40 minutes, au bout d'un moment, la voix peut se perdre. Je vous remercie pour cette invitation, je vous remercie pour ces mots d'introduction. Je ne porte pas la parole officielle du président de la République, n'étant pas son porte-parole, mais je suis un des parlementaires de sa majorité, et je suis évidemment un des soutiens affirmés au projet de refondation qui porte pour l'Union européenne. Donc les propos qui seront les miens ne seront pas forcément ceux du président de la République, mais vous retrouverez quand même en creux l'ambition qu'il porte pour l'Europe. Je suis très honoré de participer à cette rencontre devant vous aujourd'hui parce que vous représentez les forces vives de l'Union européenne. Vous êtes celles et ceux qui, au quotidien, œuvraient au développement de l'Union, de ses politiques, à leur mise en œuvre, à leur contrôle, à leur surveillance. Et je crois dans le débat public, on ne pointe pas, ou on ne met pas suffisamment souvent en lumière le travail remarquable et l'expertise fondamentale qui existe ici à la Commission européenne et plus largement dans les institutions européennes. Donc je sais que vous êtes un public averti, avisé, informé, que vous êtes sûrement plus affûté que moi sur un certain nombre de politiques puisque vous y travaillez au quotidien et que moi je suis alors un ancien salarié du Parlement européen, mais je suis aujourd'hui un député de la Nation et donc j'ai vocation à travailler et à voter toutes les lois qui ont trait à la politique nationale, mais évidemment je garde un œil extrêmement attentif sur les affaires européennes puisque je suis le député des Français qui vivent au Benelux, qu'une grande partie de celles et ceux qui
de ces Français qui y résident travaillent dans les institutions européennes, que moi-même je vis à Bruxelles et que j'y ai travaillé longtemps, et que par ailleurs, dans mes fonctions à l'Assemblée nationale française, je suis vice-président de la Commission des affaires européennes de cette Assemblée, et que je vais entamer un rapport sur l'Europe de la défense, sujet d'actualité, et son articulation avec l'OTAN. Rapport dont je vais commencer les premières auditions la semaine prochaine et qui aura vocation à être débattu devant l'Assemblée nationale en février ou en mars de l'année qui arrive. Très honoré d'être devant vous parce que le moment d'actualité européenne est particulièrement dense, du fait de la dynamique créée par l'élection du président de la République, de son engagement pour une Europe plus forte, et de l'initiative, évidemment, qu'il a présentée à la Sorbonne, et qui est la feuille de route de ce projet de refondation qu'il porte pour l'Union européenne. On a eu coutume de dire, on peut encore parfois le dire, que ce qu'il a manqué à l'Europe, c'était l'absence de dirigeants nourrissant un véritable projet pour l'Union, un véritable projet pour le continent, une vision pour l'Europe à plus long terme. Et je crois que le récent discours de la Sorbonne, qui était un discours assez étoffé, est venu quelque peu battre en brèche cette idée reçue, et que pour la première fois depuis très longtemps, nous n'avions pas vu s'exprimer en France, en tout cas, dans d'autres pays de l'Union, et ici à Bruxelles c'est souvent le cas avec des discours parfois ambitieux, mais nous n'avions pas vu s'exprimer en France un discours aussi ambitieux, avec, il faut le dire, une forme de courage politique, parce que ce n'est pas forcément évident dans le pays qui est le mien, qui est la France, d'avoir une ambition européenne aussi affirmée, avec évidemment un projet de refondation, qui est lui-même animé par une vision de long terme, et le tout étayé par des propositions concrètes. Et c'est ça un petit peu la différence avec ce qu'on a pu connaître par le passé, c'est que pour la première fois, en tout cas pour la première fois depuis un certain nombre d'années, ce discours qui est évidemment un discours de vision, qui ne discute pas forcément les instruments, parce que ça, les instruments, c'est quelque chose qui sert à mettre en œuvre une vision, un projet politique, et ça vient, d'après le président de la République, dans un second temps, mais avec voilà, des propositions concrètes, et je crois que celles et ceux qui croient en l'Europe, et c'est évidemment votre cas puisque vous travaillez dans ces institutions, ne peuvent que se réjouir de voir un pays, un des deux grands pays de l'Union, porter une ambition pour l'Europe. Il était temps parce que depuis quelques années, moi j'aime bien utiliser la date de 2005, parce que depuis 2005, et les non-français et néerlandais, notre Europe vit beaucoup de crises. Il y a évidemment eu des avancées, il y a évidemment des succès, vous qui êtes dans les institutions, vous les connaissez, mais pour l'opinion publique, la décennie qui vient de s'achever était une décennie de crise. Je ne suis pas que pour l'opinion publique, il faut dire les choses comme elles sont, il y a eu plus de crises que de succès. Et donc les non-français et néerlandais ont marqué le début de cette crise, ensuite avec la crise économique et financière, la crise de l'euro, la crise de la dette, la crise grecque, etc., avec ensuite les guerres en Libye, les guerres en Syrie, la guerre en Ukraine, la crise migratoire, la crise de l'accueil des réfugiés sur notre continent, et puis une défiance toujours plus affirmée des citoyens européens envers l'Union européenne, qui s'est caractérisée par ce qu'on peut bien appeler un cataclysme, qui est le Brexit, qui est la sortie d'un pays membre de l'Union européenne, c'est la première fois que ça existait, donc cette décennie noire, moi c'est comme ça que en tout cas qu'on peut essayer de la lire pour marquer une forme de rupture avec la décennie qui s'ouvre et qui sera une décennie, on l'espère, de projets et d'ambition. Cette décennie noire est marquée à la fin par le Brexit, qui est un cataclysme qui a fait vaciller jusqu'aux fondations même de l'Europe, parce que le matin du Brexit, moi j'étais encore au Parlement européen, et je pense que c'était pareil dans vos institutions, vous vous rappelez de la tête des collègues des uns et des autres, c'était un jour extrêmement sombre. Et donc voilà, on est rentré dans une nouvelle dynamique, et donc alors qu'on nous prédisait il y a encore quelques mois, du fait de ce Brexit, la fin du projet européen, force est de constater qu'il y a quand même eu un sursaut en Europe, initié en réaction au Brexit que j'évoquais, renforcé par l'élection de Donald Trump, qui a suscité quelque chose dans les opinions publiques européennes, renforcé également par les prises de position inquiétantes de la Russie de Vladimir Poutine,
qui en tout cas pour une partie du continent européen est une préoccupation. Moi j'ai une lecture, on pourra l'évoquer un peu plus tard, mais je n'ai pas une lecture uniforme de ce qu'est l'Union européenne. Quand on parle par exemple de terrorisme et de sécurité, on pourra l'aborder un petit peu plus tard, mais les préoccupations ne sont pas les mêmes à Paris et à Tallinn. Et donc les positions russes sont aussi une question, enfin un sujet d'inquiétude à l'Est, et puis évidemment la menace et les attentats terroristes qui ont frappé une autre partie du continent et qui est extrêmement prégnante. Le printemps des populistes qu'on nous annonçait un petit peu partout en France, aux Pays-Bas et ailleurs n'a pas forcément eu lieu. Ce sont en tout cas certaines forces pro-européennes qui se sont affirmées. Naturellement, les anti-européens sont toujours là. Moi, je suis dans une institution, l'Assemblée nationale française, où l'extrême droite et la France insoumise sont présentes. Ce sont deux populismes extrêmement différents, mais ce sont deux populismes qui rejettent l'idée européenne et qui ont pour ambition de sortir de l'Union selon des modes différents et pour des raisons parfois différentes, mais qui se rejoignent aussi. Et je rappelle, si vous ne le saviez pas, qu'il y a quelques semaines, la France insoumise, presque main dans la main avec le Front National, à l'Assemblée nationale française, demandait que les signes européens, type drapeau européen, soient retirés de l'hémicycle de l'Assemblée dans laquelle je siège. Et donc, ces populismes anti-européens sont encore prégnants. Donc le combat en faveur de l'Europe est très loin d'être terminé. Le sursaut européen que j'évoquais, je crois, nous oblige collectivement à nous remettre en question, mais aussi à aller de l'avant et à redoubler d'efforts. Je crois que l'enthousiasme de cette fin d'année 2017, qui existe dans le prolongement des élections que j'évoquais, peut être aussi éphémère que le pessimisme et le désespoir qui suivirent le Brexit l'an passé. On a très rapidement changé d'état d'esprit, mais l'état d'esprit peut changer tout aussi rapidement dans un autre sens assez rapidement, donc il ne faut pas croire que tout est fait. Et je crois que ce qu'ont exprimé les Français, en tout cas une partie des Français, c'est un attachement à l'Europe, mais pas l'Europe telle qu'elle fonctionne, en tout cas dans son entièreté aujourd'hui, mais c'est une Europe refondée, réformée, peut-être un petit peu plus à l'écoute, qui s'engage, qui avance, et je crois que c'est ce que propose le président de la République. Et je reviendrai un peu plus en détail dans ces propositions. Je vais continuer en vous disant, en approfondissant un petit peu ce mot de contexte européen qui permet de poser un petit peu les choses. Donc je le disais, l'état d'esprit a changé. Le discours sur l'état de l'Union qui avait été prononcé par Jean-Claude Juncker il y a un peu plus d'un an à Strasbourg était un discours voilà, presque dramatique parce que l'Union traversait une crise existentielle. Voilà, et que depuis lors, le discours de cette année est beaucoup plus volontariste. Il y a effectivement les résultats électoraux que j'énonçais qui ont un impact significatif, mais il y a aussi les résultats qui permettent d'être un petit peu plus optimistes. Il faut savoir aussi mettre en lumière les résultats qui sont le fruit des politiques publiques européennes qui ont été mises en œuvre. Je crois que la croissance revient progressivement dans un certain nombre d'États membres, même en Grèce, qui a quand même vécu des années extrêmement difficiles, qui a beaucoup souffert d'un certain nombre de politiques et de situations dans lesquelles elle s'est elle-même mise autrefois. Que la croissance revient donc dans la zone euro, on est autour de 2% dans cette zone euro. C'est pas forcément le cas dans tous les pays, mais en tout cas ça revient. La crise migratoire, en termes de réalité comme de perception, apparaît beaucoup moins aiguë qu'elle ne l'était en 2015 et 2016. Et puis comme je le disais, les forces eurosceptiques, la montée des forces eurosceptiques qui semblait inexorable au moment du Brexit, ont connu un coup d'arrêt aux Pays-Bas et en France. Cependant, rien ne serait plus erroné que de penser que les rejets, voire les menaces sur le projet européen ont définitivement disparu. Je crois que les élections en Allemagne et en Autriche sont venues nous le rappeler il y a quelques semaines avec force, et on peut constater que partout en Europe, il existe encore un niveau de défiance affirmé envers les institutions européennes, envers l'idée européenne, et qu'un certain nombre de partis politiques instrumentalisent ces peurs. Donc le contexte européen particulier que je viens de vous décrire a conduit le président de la République, donc Emmanuel Macron, dont je dois vous présenter la vision aujourd'hui, à formuler un projet ambitieux pour la France et pour l'Europe. Ce projet s'articule autour de 3 éléments. Le premier, c'est évidemment la transformation de la France, qui ne vous concerne pas directement, mais qui me concerne moi au premier plan, parce que pas de vision, pas de parole forte de la France en Europe sans une France qui soit enfin réformée et qui se mette au niveau des standards
des partenaires européens, la réconciliation des Français avec l'Europe, et puis enfin évidemment la refondation de l'Europe que j'évoquais. L'actualité européenne est marquée par un agenda extrêmement chargé, avec un nombre important de textes législatifs en négociation, qui s'inscrivent par ailleurs dans un calendrier extrêmement serré, puisque les élections européennes de 2019 arrivent très rapidement, que dans beaucoup de pays d'Europe, et dans le mien en premier lieu, on commence déjà à en parler, et que si on veut avoir le mandat de 2019 à 2024, qui est un mandat de transformation de l'Europe, comme l'a présenté Emmanuel Macron dans son discours de la Sorbonne, il faut que nous ayons évacué un certain nombre de textes qui sont encore en discussion dans les instances européennes. Il faut évidemment garder à l'esprit que l'actualité politique dans plusieurs États membres et sa relation éventuelle avec la poursuite des réformes en Europe, en particulier les négociations en cours pour constituer un gouvernement en Allemagne, la situation en Espagne avec la crise en Catalogne, ou les scrutins passés en Autriche, mais aussi en République tchèque à Prague, ou les scrutins à venir en Italie, font aussi peser un certain nombre d'incertitudes sur les mois et les semaines à venir. Donc voilà en quelques mots de contextualisation, le contexte européen qui est celui que j'analyse pour le moment. Je vais maintenant vous présenter un peu plus en détail l'initiative européenne qui a été présentée par le président de la République à la Sorbonne, que vous connaissez certainement dans les grandes lignes, mais qui a peut-être besoin d'être précisée parfois. Cette initiative européenne de la Sorbonne, c'est la pierre angulaire du projet du président de la République. Ce projet, il porte une ambition, que je vais détailler, des initiatives concrètes, un horizon de temps et une méthode. L'ambition, quelle est-elle? L'ambition, c'est une Europe qui se transforme pour être souveraine, en faisant passer le degré de souveraineté, en tout cas dans notre discours politique, souveraineté nationale à la souveraineté européenne, c'était quelque chose d'extrêmement prégnant dans son discours. Donc une Europe souveraine, démocratique et unie, pour protéger, donner un avenir et assurer une capacité d'action dans le monde, tout en défendant les valeurs qui sont les nôtres, et pour faire face aux grands défis que j'énonçais en introduction. Les initiatives, quelles sont-elles? Elles sont au nombre de 6. La première et la plus actuelle, c'est la défense, avec ensuite la sécurité et la maîtrise de nos frontières, toujours dans la préservation des valeurs et des règles européennes, c'est très important de le rappeler. Le partenariat avec la Méditerranée et l'Afrique, qui est aussi une ambition du président de la République. Ensuite, il y a évidemment une vision d'avenir avec la transition écologique et le développement durable. Et puis la révolution numérique, et puis enfin la puissance monétaire, économique et industrielle avec une transformation, en tout cas quelques ajustements institutionnels sur l'articulation et le fonctionnement de la zone euro, qui est quelque chose de très prégnant dans le discours du président de la République. Ces initiatives, elles visent à renforcer l'unité de l'Europe également avec plus de solidarité, avec aussi plus de culture. C'est quelque chose de très présent dans le discours du président de la République, la culture européenne. Presque, vous savez qu'il est un petit peu philosophe, alors il porte souvent une ambition culturelle pour l'Union, et c'est bien aussi de sortir de discours parfois un petit peu techniques pour reprendre un petit peu de hauteur intellectuelle dans des sujets qui sont parfois un petit peu âpres, et on se comprend ici entre nous, mais qui sont parfois inintelligibles pour celles et ceux qui sont en dehors des institutions. Donc ces valeurs européennes autour de la culture et de la solidarité, et puis évidemment le respect de la démocratie et de l'état de droit, on voit qu'il est contesté dans certains pays de l'Union européenne, et donc qui font partie de ce socle. Et puis un deuxième socle qui est le marché intérieur, comme meilleure garantie de notre puissance économique, avec une volonté pour celles et ceux qui veulent pouvoir avancer aujourd'hui dans l'Europe de le faire, sans exclusive a priori, mais sans être bloqués par d'autres non plus. Voilà, je crois que c'est très important que celles et ceux, que les pays de l'Union qui veulent aujourd'hui continuer à avancer puissent le faire. Il existe un certain nombre d'outils, il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais je crois qu'il suffit de se servir des outils qui existent pour pouvoir avancer, et on ne l'a peut-être pas fait suffisamment. Donc voilà, je vous le disais, ces initiatives, elles proposent des objectifs, mais elles ne définissent pas d'instruments ou de moyens. Les instruments ou les moyens découleront dans un second temps, et elles pourront prendre diverses formes.
Ça pourra être des législations à 27, des coopérations renforcées, des cadres spécifiques, mais je crois que ce n'est pas forcément le moment de discuter des moyens, d'autant plus que les moyens, dans la plupart du temps, existent déjà et qu'il y a déjà beaucoup de souplesse qui est donnée aux États membres pour pouvoir avancer. Pour un pays comme la France, la possibilité d'avancer avec l'Allemagne sera évidemment décisive. Voilà, on ne va pas se raconter d'histoire, je crois que le projet du président de la République n'est pas du tout un projet germano-centré, absolument pas, puisqu'il est allé dans beaucoup de pays en Europe centrale et orientale pendant l'été, qui maintient le dialogue très régulier avec tous ces États membres, mais il y a évidemment un prisme franco-allemand affirmé, et donc là, cette possibilité d'avancer à deux sur un certain nombre de sujets est évidemment important. L'horizon que j'évoquais, quel est-il? C'est 2024. C'est-à-dire la fin de la prochaine législature européenne, avec un jalon important qui est 2019, qui est dans un an et demi. Et puis la méthode proposée par le président, elle se fonde sur un processus de discussion entre les États membres volontaires, formant un groupe qu'il a qualifié lui-même un groupe de la refondation européenne, qui associera bien naturellement les institutions européennes et la Commission européenne en tête, et un processus qui se veut ouvert et à l'écoute, qui n'a pas vocation à être exclusivement institutionnel ou intergouvernemental, mais avec la volonté d'associer les Européens, et c'est tout l'objet des conventions démocratiques que le président de la République porte, et qui devront se tenir au premier semestre de 2018, avec une feuille de route qui sera l'aboutissement de ce processus à l'été 2018, et qui permettra d'engager le débat des élections européennes dans un an et demi. Voilà donc pour le cadre assez général, le contexte, la méthode utilisée avec un calendrier et un horizon qui est 2024 que je viens de vous présenter. Je vais me concentrer maintenant un peu plus en détail sur les priorités prévues